Bienvenue dans ce tout premier épisode de En mode décolonial. Et oui, malheureusement, j'ai dû changer de nom. Le clin d'œil à la chanson de Prince était sympa, mais niveau référencement, c'était pas le top. Donc voilà, adieu Decolonize Mind et bienvenue sur En mode décolonial. Les formats Insta et TikTok ne me permettent malheureusement pas d'aborder certains sujets importants de façon approfondie, d'où la nécessité de faire ce podcast. Mais l'objectif reste le même, déconstruire le mythe de la mode moderne occidentale et permettre de réinventer la mode sous un prisme horizontal et pluriel. Petit disclaimer, les épisodes seront publiés tous les premiers dimanches du mois. Vous imaginez bien que j'aurais adoré publier plus, mais mon master me prendra trop de temps cette année, et je ne veux ni vivre ce podcast comme une source d'angoisse, ni bâcler les épisodes que je vous propose, donc patience. Pour ce premier épisode, il m'a paru nécessaire de me présenter. Qui suis-je pour parler de ce sujet? Pourquoi et comment j'en suis arrivée à ce positionnement? Vous imaginez bien que ce n'est pas mon vrai prénom, mais vous pouvez toujours m'appeler Bentma. Étudiante en master 2 design vêtements et accessoires aux arts décoratifs de Paris, je suis avant tout une praticienne. Donc grosso modo, mes études me préparent à être designer conceptrice, à la rigueur artiste plasticienne, mais sûrement pas sociologue ou historienne de mode. Mais avec un background littéraire, je me passionne aussi pour la théorie, surtout quand celle-ci est en lien avec la mode, l'histoire coloniale et la sociologie des classes populaires. Quelques faits importants à savoir, c'est que je suis née au Maroc, puis j'ai migré avec ma famille en France lorsque j'avais 4 ans. Issue d'une famille très modeste, je me passionne tôt pour la couture et au lycée, la mode devient mon échappatoire, un véritable levier d'affirmation sociale, identitaire et personnelle. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est à cette même époque que je commence à coudre mes premières créations, que je lance mon premier blog et qu'en parallèle, j'écris des articles pour un webzine. Après mon bac, je erre 3 ans entre réorientation et, disons les termes, décrochage scolaire. Puis il y a 4 ans, j'intègre les arts déco. Taux d'admission de moins de 3%, donc c'est très très peu. Et pour être honnête avec vous, j'ai dû attendre un mois ou deux avant d'arrêter de croire que c'était une erreur. Syndrome de l'imposteur oblige. À l'époque, je découvre aussi tout un univers que je ne connaissais pas, le monde de l'art et du design. Rapidement, je sens une distance encore plus grande avec mon environnement quotidien, une espèce de dissonance cognitive. Que ce soit les codes, les styles, les centres d'intérêt, les manières d'être et de faire, puis la révélation. En fait, c'est pas la mode mon problème en soi, c'est juste les sphères élitistes en général. Que j'évolue dans la mode, l'art, mais ça aurait aussi pu être la politique, le journalisme, le droit ou juste le monde universitaire et intellectuel parisien, ça aurait été le même problème. Donc je prends conscience que la mode parisienne est aux antipodes de ce que je suis, de ce que j'incarne et de ce dont j'ai envie de faire. Et surtout, je me rends compte que si j'accepte d'entrer en bonne et due forme dans ces cases, je ne m'épanouirai jamais vraiment dans ma passion. Et du coup, l'an dernier, j'ai eu la chance de rédiger mon mémoire, et cette rédaction, je l'ai vraiment vécue, excusez le terme un peu foireux, mais comme une autothérapie créative. Je m'explique. Depuis le début de ma scolarité à l'école, j'avance à tâtons dans le flou complet, ne cessant de revenir à la case départ. Pendant que eux, les autres, se construisent à la fois créativement et professionnellement. Pendant que moi, perso, je faisais du surplace. Trop apeurée par je ne sais quoi exactement, peut-être la peur de l'échec ou du ridicule, je ne sais pas trop, mais en tout cas j'étais complètement léthargique ces 3 premières années. Mais si sur le plan pratique j'étais au point mort, je sentais qu'intellectuellement ça bouillonnait dans ma tête. J'avais besoin de digérer tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai observé, de me poser et d'analyser un peu tout ça. Et c'est dans cette optique que j'ai écrit mon mémoire. Je ne remercierai jamais assez ma directrice d'avoir su me guider et m'encadrer comme il le fallait, parce que désolé d'insister, mais ce mémoire a fait en quelques mois ce que des années de pratique créative n'ont su faire. La création, c'est quelque chose de délicat d'ailleurs. Il n'y a pas de méthodologie à appliquer comme en droit ou en mathématiques. C'est à toi de tout construire. Construire ton univers, ton ADN créatif, ton protocole et ta méthodologie en quelque sorte. Et comment construire quoi que ce soit quand ton propre rapport à toi-même et au monde est totalement déséquilibré par tout un inconscient historique et culturel. Bref, c'est à la fin de ce mémoire que j'ai compris énormément de choses sur moi, ma famille, ma diaspora, la France et la mode. C'est aussi à travers lui que je me rends compte le cruel manque de contenu francophone sur l'approche décoloniale, que ce soit dans la mode ou dans autre chose. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à mobiliser mes modestes plateformes pour en parler. Mais d'ailleurs, si on se lançait à présent dans le vif du sujet, parlons vite, parlons bien, parlons mode, l'unicité de la mode, une exclusivité occidentale. Avant de commencer, il me semble primordial de recontextualiser un peu le tout historiquement. C'est aux alentours du 19e siècle que la mode moderne naît. À l'époque, on est en pleine révolution industrielle. D'une société traditionnellement agraire, donc agricole et artisanale, on bascule vers une société industrielle et commerciale. C'est aussi l'ère du progrès technologique et des innovations. La logique capitaliste imprègne toutes les sphères de la société européenne. Il en faut toujours plus pour le meilleur profit possible, et cela même au détriment des autres. Cependant, pour faire fonctionner les machines et l'économie de manière exponentielle, il faut encore et toujours plus de ressources et de corps à exploiter. C'est entre autres pour cette raison qu'en parallèle de toute cette effervescence européenne que se multiplient les colonies.
en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique latine, aux Caraïbes et aux Antilles. Aucun territoire n'est épargné, pas même les terres des natifs américains qui a été volées et pillées des siècles auparavant. Quant à la mode, elle a toujours été un concept nébuleux et évolutif qui est très compliqué de définir. Pour mon propos, j'ai décidé de me reposer partiellement sur la définition qu'en fait le sociologue Frédéric Goddard dans son ouvrage intitulé La sociologie de la mode. J'ai choisi le spectre de la sociologie car à mon sens, c'est ce domaine qui permet le mieux de capter toute la dimensionnalité de la mode. La mode est un fait social total, à la fois artistique, économique, politique et bien évidemment social. Donc si l'on reprend les principes qu'énumère Frédéric Goddard dans son livre, la mode reposerait sur 6 grands principes. L'affirmation, la convergence, l'autonomie, la personnalisation, la symbolisation et enfin l'impérialisation qui nous intéressera un peu moins. Commençons avec l'affirmation. C'est le phénomène d'imiter ou de se distinguer par rapport à un groupe. Par exemple, de tout temps, les familles royales ont toujours voulu se distinguer par le biais d'étoffes, de monogrammes, de luxueuses parures, du petit peuple. Il existe de nombreux exemples à travers le temps et l'espace qui confirment cette affirmation. Avec l'avènement de la culture hip-hop, on a remarqué le phénomène inverse. Les riches ne cherchent plus à se distinguer des classes dites inférieures, mais cherchent justement à s'approprier les codes, en l'occurrence des classes populaires. Cette dualité imitation et distinction reprend des enjeux identitaires. Je veux ressembler à un tel ou je veux me différencier d'un tel. C'est un phénomène vieux comme le monde, mais qui nous touche aussi dès le plus jeune âge. Je porte les chaussures de maman ou la montre de papa. Quant au deuxième principe, il est celui qui distingue la mode moderne occidentale de tout ce qui a pu exister auparavant, la convergence. La convergence, c'est le phénomène selon lequel la création des tendances et la production sont centralisées en quelques marques et quelques grandes capitales occidentales. Paris, Londres, Milan et New York entre autres. Prenons la France. Donc Paris, berceau de la mode moderne occidentale et de la haute couture. Cette conjecture découle, selon moi, de la tradition centraliste de la France héritée de l'ère royaliste. À l'époque de Marie-Antoinette, on remarque d'ores et déjà une certaine structuration des tendances. C'est d'ailleurs elle, et dans l'ombre Rose Bertin, surnommée la ministre des modes, qui font la pluie et le beau temps dans le dressing de toute l'aristocratie française. Et là, déjà, les tendances étaient créées et popularisées à la cour, puis diffusées ensuite dans toute la province à travers des gravures. Quand on observe, on remarque rapidement que ce schéma peut être transposé au schéma actuel de l'industrie. Il en est de même pour le système de mode actuel. Malgré la pluralité des inspirations qu'elles viennent d'ici ou même d'au-delà des frontières, même si aujourd'hui les usines ont été délocalisées, les tendances, elles, sont toujours pensées et créées en Occident, ou à la rigueur via le spectre occidental. Bon, ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, heureusement, les choses changent doucement, mais ce sont toujours les capitales historiques de la mode, qui curieusement sont aussi les anciennes capitales coloniales, qui impulsent et autorisent l'existence de ces modes marginales. Mais ça, j'en reparlerai peut-être dans un autre épisode. Un autre principe qui distingue la mode moderne de tout ce qui a pu exister auparavant, c'est son autonomie institutionnelle. Je précise institutionnelle car de tout temps, la mode est selon moi un phénomène à la base tout à fait organique. Donc elle détient depuis toujours sa propre autonomie. Mais la mode institutionnelle a toujours eu du mal à se décrocher des joues de l'élite. Au XIXe siècle, la mode moderne s'institutionnalise tout en préservant son autonomie créative et économique. Puis au fil du temps, elle développe même sa propre logique de création. Par exemple, alors que les autres domaines comme l'architecture ou l'automobile misaient à tout prix sur l'innovation et le progrès technologique, la mode comme l'art s'inspire des phénomènes sociaux de ses usagers pour créer, soit en adéquation, soit en réaction. Par exemple, le pantalon pour femme, même si la suscité de vives critiques à l'époque, était en réalité en adéquation avec le mode de vie des femmes nouvellement actives dans le monde du travail. À l'inverse, le style New Look inventé par Christian Dior était, l'on peut dire, hors sol. Créé peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a défrayé la chronique. Après la guerre, le rationnement des denrées et des étoffes était très limité. C'était l'ère de l'austérité, l'ère où les femmes, en désespoir de nouveautés vestimentaires, cousaient des robes dans des rideaux ou des nappes. En parallèle, la haute couture parisienne vendait du rêve à une poignée de clientes avec une jupe qui demandait au moins une dizaine de métrages pour voir le jour. Et il est là le point fort de la mode moderne. Savoir susciter une chose et son contraire, au même moment, mais à une pluralité de population. Le quatrième principe repose sur le phénomène de personnalisation. Donc grosso modo, c'est l'âge d'or des grands couturiers et grandes couturières. Paul Poiret, Madeleine Vionnet, en passant par Hubert de Givenchy, Elsa Schiaparelli et j'en passe. Il a existé plusieurs générations de créateurs stars. Quand on y pense, on peut maladroitement faire le lien avec le personal branding de certains influenceurs. Par exemple,
Kim Kardashian avec Skims ou plus modestement Erwan Philidori avec sa marque éponyme. Mais la grande différence, ça reste quand même que les grands couturiers et grandes couturières ont gagné en notoriété grâce à leur travail créatif et pas l'inverse. Mais une chose qui unit nos influenceurs actuels avec les créateurs et grandes créatrices de l'époque, c'est qu'ils sont l'incarnation de leur travail. Comme leur nom ou leur image sont posés sur les griffes de vêtements en vogue, leur maison ou leur marque ne sont plus dissociables de leur personne. Le cinquième et dernier principe que nous aborderons s'intitule symbolisation. C'est le résultat logique né du phénomène précédemment cité. Alors qu'auparavant les créateurs étaient adulés, à présent ce sont les marques. Et l'anecdote qui a entraîné la disparition des grands et grandes couturiers et couturières est assez ironique. En fait, avec l'exclusivité de la haute couture parisienne, beaucoup de copies de moins bonne qualité circulaient aux États-Unis. Attention, hein, moins bonne qualité, mais toujours de meilleure qualité que 85% des vêtements vendus aujourd'hui. Mais bon, ça ne plaisait pas du tout aux grands couturiers et notamment à Paul Poiret. Donc pour venir à bout de cette contrefaçon, il a décidé de créer des licences qui permettraient à certains revendeurs américains de vendre des produits Paul Poiret en dehors de la ligne haute couture. Par exemple, des licences de parfums verront également le jour par la suite. Mais bref, par ce moyen, Paul Poiret a pu sauvegarder son nom, sa réputation, tout en supprimant cette concurrence clandestine et toucher à encore plus de bénéfices. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est la manière dont ces licences allaient faire muter la mode moderne. D'une époque de créateurs, on passe au siècle des marques. Yves Saint Laurent était l'un des premiers à lancer sa ligne prêt-à-porter dans les années 60. Face aux mutations de la société, le pouvoir d'achat des consommateurs s'accroît et les pratiques de consommation deviennent de plus en plus importantes. Entre ça et le rythme des tendances toujours plus rapides, le prêt-à-porter est une nouvelle ruée vers l'or pour les marques. Des vêtements plus rapides et simples à produire, moins chers mais hautement rentabilisés par les unités vendues, rapidement, toute l'industrie de la mode du XXe siècle s'axe autour de cette nouvelle logique. Et alors qu'auparavant une maison mourrait en même temps que son fondateur ou que sa fondatrice, les marques, elles, sont comme éternelles. Les DA deviennent de plus en plus interchangeables, passant d'une maison à une autre. Un jour, Eddie Slimane est chez Saint Laurent, l'autre, il devient DA de Céline, et encore aujourd'hui, à l'heure où je tourne cet épisode, on vient d'apprendre qu'il l'a récemment quitté, la Céline. Donc, ça fait passer inévitablement la marque d'une esthétique à une autre, ce qui est assez déroutant pour le consommateur, mais nécessaire pour la pérennité de la marque. Je ne m'attarderai pas sur le dernier principe car il nous intéresse un peu moins, mais je vous invite néanmoins à lire La sociologie de la mode de Frédéric Godard, car ce livre permet de comprendre les enjeux et les mécaniques de l'industrie, tout en saisissant un peu mieux la manière dont elle s'articule et dans quel contexte elle s'inscrit. Maintenant, vous devez sûrement vous demander, mais où est-ce que je vais en venir? En fait, il y a quelque chose que je remets en question. C'est l'unicité supposée de la mode et ô combien ce monopole profite à l'Occident, et en particulier aux anciennes puissances coloniales. Lorsque l'on aborde l'histoire de la mode au sein des institutions académiques, on classifie ça de la manière suivante. Premièrement, l'histoire du costume, qui traite uniquement les costumes d'élite européenne. Parfois, il arrive que partiellement on traite des vestiaires traditionnels européens, mais ça reste quand même assez rare et optionnel. Donc, concernant les costumes d'élite européenne, on aborde le costume victorien, le faux cul, les robes à panier, le corset, et j'en passe. Deuxièmement, l'histoire de la mode moderne avec la chronologie des grands couturiers et grandes couturières français et françaises, en commençant par Charles Frederick Worth, pas tant pour son design mais plutôt pour son côté visionnaire. Puis après, on peut y aborder Coco Chanel, Cristobal Balenciaga par exemple, etc. Troisièmement, on aborde les archétypes d'une époque, donc les dandys, les Oxfordman, les beatniks, les new romantiques, etc. Ce sont des personnages types qui se caractérisent par leurs pratiques vestimentaires. Enfin, on s'attarde sur les tendances mode par décennie, donc on peut remonter jusqu'aux années 10, 20, 30, 40, un peu moins parce que c'était la Seconde Guerre mondiale, donc les couturiers et couturières de l'époque avaient d'autres chats à fouetter que coudre et faire des vêtements. Mais après, il y a les années 50, 60, 70. À partir des années 80-90, on observe une nouveauté. C'est la pluralité des tendances qui coexistent. Par exemple, à la même époque, il existe l'anti-mode, qui se prône anticonformiste, la mode nippone avec les créateurs japonais de première génération et une mode multiculturaliste et fétichisante, essentialisant un Orient rêvé allant du Maroc au Japon. Bien entendu, ce sujet n'est pas présenté de cette manière, aucune critique n'est d'ailleurs exprimée. On ne critique pas la mode occidentale au sein de ces institutions. J'allais oublier, il y a aussi des cours thématiques se concentrant sur un créateur en particulier. On y analyse alors son architecture du vêtement, son positionnement, ses inspirations, son évolution, etc. L'unicité de la mode, donc le fait d'affirmer qu'il n'existe qu'une mode, est le consensus unique avancé par les institutions académiques spécialisées. D'ailleurs, le fait de donner à ce concept un nom aussi commun que le terme mode permet facilement d'imposer son hégémonie et d'exclure ce qui n'est pas autorisé par cette élite intellectuelle et économique.
Par exemple, ce qui existait avant le 19e siècle, ce n'est pas de la mode, c'est du costume ou alors du vêtement folklorique. Ce qui existe en dehors des frontières immatérielles de l'Occident, ce n'est pas non plus de la mode, c'est du vêtement traditionnel. Donc grosso modo, selon le savoir élitiste, la mode serait un concept inventé, ok, au 19e siècle, d'accord, par les Européens. Et pour la distinguer du reste des pratiques vestimentaires, on essaye de la définir en long, en large, en travers, de la caser, de l'institutionnaliser. Donc mon hypothèse est la suivante. En soi, je considère que la mode est un mouvement organique intrinsèque à la vie humaine et sociale. J'affirme également que faire de la mode une exclusivité de l'Occident moderne est un moyen politique et économique de dominer tout le reste à travers ce que l'on appelle aujourd'hui du soft power. Quand je dis le reste, je parle des autres espaces géographiques qui sont exclus de cette bulle privée, bien sûr, mais également de tous les espaces temporels qui ont existé avant sa naissance. Cette mode en particulier est inscrite dans un contexte moderne, occidental, capitaliste et colonial. Parce que si on y réfléchit, depuis la création des sociétés humaines, le vêtement est porteur d'une identité de genre, de clan, de position sociale, de mode de vie, et j'en passe. Ce qui est intéressant avec le mode de vie pré-moderne, exception faite des cours royales européennes, c'est que les tendances sont organiques, personnelles, naturelles et parfois même inconscientes. Les pratiques vestimentaires de cette époque sont le reflet caché de phénomènes internes et externes, à l'individu ou au groupe. Et c'est ce que je trouve fascinant avec la mode. Et malgré la volonté de la contrôler et de la rendre artificielle, cette caractéristique perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la véritable mode. Tant que l'humanité existe, la mode est quelque chose d'immuable. En revanche, ce que l'on a construit autour en termes de narratif, de structure économique, de conventions, de représentation, d'institutions, c'est l'œuvre d'une civilisation à un instant T. Et ce modèle de mode finira bien un jour par disparaître avec toutes les idéologies qui l'accompagnent. Modernisme, capitalisme, surconsommation, et j'en oublie très certainement. Aujourd'hui, ça fait plus d'un siècle que la mode moderne existe de manière unilatérale et absolue. Pour ça, elle a mis en place un processus de cannibalisation qui lui permet d'annihiler tous les autres systèmes alternatifs qui menaceraient de près ou de loin son existence. Son héritage colonial coule encore abondamment en ses veines, et c'est d'ailleurs le sujet du prochain épisode. Comment la mode est devenue complice du crime colonial. Ne le ratez surtout pas, on parlera de la manière dont la mode moderne a participé à la disparition d'une diversité culturelle à l'échelle mondiale et la manière dont elle s'inscrit dans les rouages du colonialisme européen. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On peut se retrouver sur Insta et TikTok, les hâtes sont en description, pour discuter de tout ça. Hâte de vous lire, décolonialement vôtre, Benzema.